C'est bon. Bon, bonsoir et bienvenue pour la conférence sur Chronique, la biennale des imaginaires numériques, ici à Aix-en-Provence, à Marseille et à Avignon. Cette biennale, en fait, déjà cette conférence fait partie de la série qui s'appelle Les clés de l'art contemporain. C'est une série proposée par la bibliothèque Méjeanne. Et moi, je m'appelle Sigrid Pavelke, je suis historienne de l'art et commissaire d'expo. Et je vous propose aujourd'hui donc un petit parcours de cette biennale qui était censée d'ouvrir mi-novembre et en espérant qu'elle va ouvrir finalement le 7 janvier dans les 3 villes, sur 8 sites en tout. Donc déjà, pour commencer, juste en introduction, de se dire, en fait, jusqu'à maintenant, on n'a jamais parlé des arts numériques ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui est né avec l'apparition de l'ordinateur. Donc l'ordinateur était créé dans les années 1940. Et il y a 70 ans, déjà, en fait, dans la musique, les artistes musiciens se sont appropriés l'ordinateur et tout ce qu'il est en fait autour de numérique parce que l'ordinateur est basé sur les chiffres 0 et 1. Et de cette manière, au fur et à mesure, les artistes ont pris cette technique à part entière, comme autrefois ils ont pris la peinture comme technique, la sculpture, la photo il y a 100 ans, 200 ans maintenant, et de la même manière. Donc, d'où, maintenant, aujourd'hui, on a la joie de vous présenter une partie de cette biennale, qui est d'ailleurs née à partir du moment où l'École d'art supérieure d'Aix-en-Provence, qui était précurseur dans ce domaine, il y a maintenant 27 ans, a proposé les nouvelles technologies à l'intérieur de leurs ateliers et parcours. Et de là sont nés, en fait, pas seulement un certain genre d'artistes, mais aussi professionnels de l'art, et se fondait l'association Seconde Nature, qui est une des 2 entités avec 5 qui ont fondé cette biennale il y a 2 ans. Et aujourd'hui, en fait, ils proposent leur biennale avec le titre Éternité. Juste la directrice, c'est Céline Berthoumieux, et le commissaire d'une grande partie des expositions proposées, c'est Mathieu Vabre. Ils ont invité à collaborer le C-Lab Taïwan, qui est devenu invité d'honneur. Donc, venez avec moi dans 6 lieux pour découvrir en fait une partie de ces œuvres. Maintenant, il faut juste... Ah. Donc voilà, ça c'est la tête d'affiche. Premier lieu où on va s'arrêter, c'est la galerie Émile Zola, qui est juste en face de la bibliothèque Méjeanne, pour la première partie de l'exposition Éternité, avec la question « Avons-nous le temps pour l'éternité ?» En fait, quand on parle de l'éternité, ils se sont posés vraiment cette question par rapport, en fait, quel lien entre l'homme et les machines et les enjeux sur notre planète, qui sont surtout actuellement, bien évidemment, dans le temps de l'Anthropocène, les mutations climatiques, et de se poser cette question, en fait, quel est notre statut, où sommes-nous, comment on se positionne en tant qu'être humain, quel rapport avons-nous avec les machines et aussi notre planète. Et les artistes ont bien évidemment mènent ces réflexions et créent en fait des réactions potentielles par rapport à ces changements, avec la question est-ce qu'on peut influer sur le futur. Donc, la première œuvre dont je vais vous parler, c'est Prévisible de Antoine Schmitt, ce qui fait partie en fait d'un projet qui s'intitulait Hétérotopie, qui était lancé il y a 4 ans, en 2016,
qui questionne le changement climatique par rapport à cette région, en fait, autour de la Sainte-Victoire, avec des chercheurs climatologues comme notamment Philippe Roussolo, qui fait partie du GREC Sud, et des artistes. Ils ont créé en fait un parcours sonore à Meirag. Et là, c'est Antoine Schmitt qui a développé, ensemble avec des chercheurs, un programme interactif que vous voyez ici, où il se trouve en fait un bouton rouge qui nous laisse traverser le temps d'aujourd'hui jusqu'à il y a 100 ans, pour voir en fait de quelle manière va se transformer la Sainte-Victoire. Et au fur et à mesure on avance, en fait, on a plutôt l'impression qu'on est fait face à une matière vraiment vivante, mais qui se déforme, qui se torture presque. Et au fur et à mesure, en fait, on arrive à un objet qui ressemble plutôt à un organe souffrant, et souffrant par rapport à la température qui monte, à tout l'écosystème qui change. Et en fait, en même temps, c'est aussi un symbole ou métaphore par rapport où cette région de la montagne est plus proche que nous, en fait, comme un organe interne qu'on a, si c'est, je ne sais pas, notre cœur. Et de cette manière, il y a aussi un transfert. Donc tout d'un coup, on prend la place presque de cette montagne et on se met à cette place. Donc il y a dans ce transfert de vraiment comprendre, de se mettre à l'intérieur que l'être humain fait partie à part entière de la biosphère, et il ne s'agit pas de deux entités en fait distinctes. Et grâce en fait à cette proposition d'Antoine Schmitt, on fait vraiment ce voyage, et tout d'un coup on se questionne en fait, voilà, notre responsabilité par rapport à le futur qui va arriver. Donc on arrive en 22e siècle avec cette suggestion, ce voyage dans le futur. Il y a deux modèles, donc d'où on peut naviguer dans deux sphères, mais cette question, en fait, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire par rapport au changement climatique, comment on se situe, et créer une sensibilité en fait plus forte grâce à cette carte 3D déformante de la Sainte-Victoire, qui d'habitude on connaît d'autres artistes, dont bien évidemment Cézanne. Donc passons un peu plus loin dans la galerie avec l'artiste espagnol Félix Luque Sanchez et son installation perpétuée Tité 1. Il s'agit d'une machine, ce que vous voyez ici, une machine qui, en réel, une machine dansante. En fait, c'est une chorégraphie, et quand on s'approche, c'est un circuit autonome, clos, et on s'aperçoit, en fait, il y a une machine qui est en train de créer un trait avec un sable foncé du signe infini. Et l'autre machine, qui est accrochée au même endroit, est en fait en train de faire l'inverse, et en train d'aspirer ce trait. Et nous, on assiste donc à quelque chose qui est en train de se faire et défaire en même temps, qui ne va jamais arriver à terminer le signe de l'infini, et ne va jamais arriver non plus à le défaire. Donc, c'est cette dichotomie dans laquelle on se trouve, où cette machine condamnée à ne pas y arriver, parce qu'il fait l'opposé, il fait les deux en même temps. Et c'est symboliquement, bien évidemment, suggère aussi un peu la figure de Sisyphe dans la mythologie grecque, qui est condamné par les dieux à gravir la montagne en faisant rouler une pierre. Et bien évidemment, une fois au sommet, il recommence. Donc cette machine, c'est un peu bien évidemment la même chose, sauf que Sisyphe
il nous montre de cette manière l'absurdité de la condition humaine. Ici, c'est la machine qui est condamnée à ne pas y arriver. Donc, cette machine qui est, dans notre utilité, presque l'absolu, devient presque Dieu parce qu'il sait faire tout, peut remplacer maintenant même l'être humain pour certaines choses et au-delà, et beaucoup plus précise, mais en même temps, cette utopie que la machine est capable de faire tout, de nous dépasser, et en même temps contrôlable, et aussi la dystopie en même temps. C'est utopie, dystopie en même temps qui nous montre à travers en fait cette œuvre qui est aussi assez poétique, avec cette danse impossible de l'infini et une esthétique précise et minimale. Donc, de là, on passe au fond de la salle pour découvrir déjà de loin l'œuvre Reborn Tree, l'arbre renaît. C'est une œuvre de l'artiste taïwanais Chuang Chi-wai. C'est une installation, donc ce que vous voyez, c'est une plante illuminée avec des ombres multiples, de cette manière assez poétique, cette mise en place. On contemple en fait cette plante, cette beauté, la lumière qui l'entoure, qui nous fait penser bien évidemment aussi à l'arbre, dont aussi l'art, par exemple l'art japonais, où l'artiste fait un peu la liaison, le bonsaï, ou bien le ikebana, donc l'arrangement des fleurs coupées, où on a ce lien, en fait, le bonsaï, qui devient en fait le contrôle de l'arbre et de cette manière aussi l'art, l'esthétique absolue, le contrôle sur la plante. Et en même temps, bien évidemment, même dans le ikebana, en coupant les fleurs, il y a aussi cette idée en les arrangeant, en fait, il arrive à une réincarnation de la même chose. Mais l'homme impose d'une certaine manière sa volonté à la nature. Et c'est exactement en s'approchant de cette plante, au fur et à mesure qu'on trouvait tellement beau, qui aussi bougeait d'une manière presque miraculeuse, parce qu'il n'y a pas de vent. Donc, en approchant, on s'aperçoit qu'il y a des petites machines à gauche et à droite, positionnées comme des petites éoliennes, sur lesquelles sont attachés des fils transparentes, à des branches, et de cette manière, la plante s'ouvre et se ferme sur un rythme. Mais finalement, en fait, ces fils nous démontrent en fait presque un lien de torture entre la machine et le vivant. Et tout d'un coup, la plante est plus sujet, elle devient objet d'une volonté, une torture, et nous laisse questionner, bien évidemment aussi, notre rapport avec l'univers naturel, le vivant et la flore. Si c'est d'une manière, bien évidemment aussi, qui va jusqu'au pourquoi l'être humain change la génétique des plantes, jusqu'où on va, et est-ce qu'on a vraiment le droit? On est peut-être aussi, on fait partie de cet univers, et à la fin, ça va peut-être aussi se détourner contre nous-mêmes. Donc de là, on va maintenant aller à la friche Belle de Mai à Marseille, où se trouve en fait la deuxième partie de cette exposition qui fait partie de la Biennale chronique, Éternité 2. Et ici, cette fois-ci, la question qui se pose est: que voulons-nous faire pousser sur les ruines? Alors, là aussi, on se trouve dans un espace de dire, alors à la fois des ruines, ça peut être un espace de nostalgie,
de dire, de se rappeler en fait de notre existence aussi sur Terre. Mais rappelons-nous, on va être de notre race. Mais qu'est-ce que en fait le futur? Est-ce que le futur c'est un paradis perdu? Ou est-ce que le futur est aussi un espace où on peut encore inventer quelque chose? Donc, cette exposition est divisée en 4 parties qui proposent 4 parties intitulées Cycle, un nouvel homme, mutant végétal, paysage éternel. Le premier cycle, en fait, première partie sur les cycles, est en fait représentée par plusieurs artistes. Moi, j'ai choisi Eva Medine, une artiste franco-brésilienne, qui traite la figure des ruines et aussi cette idée en fait de la chute aussi de l'ordre hiérarchisé, c'est-à-dire est-ce que l'homme n'est plus bout, mais où l'homme n'a plus cette place centrale, qu'est-ce qui se passe? Et dans son installation, qui est entre autres une vidéo que vous voyez ici des visuels, qui est intitulée Le monde après la pluie, de cette année, qu'elle a créée à la Friche et à l'école de Beaux-Arts d'Aix pendant l'été, on voit donc une figure qui nous rappelle plutôt le futurisme il y a 100 ans des Italiens ou Oskar Schlemmer au Bauhaus, cet homme-machine, la pluie qui tombe. Et au fur et à mesure, donc, cet homme-machine va se transformer et il y a une mutation qui va avoir lieu et apparaît de là, de nouveau, en fait, le vivant, le végétal. Et c'est là où on voit que Eva Medine a vraiment un très grand espoir, on peut dire peut-être irrespect par rapport au vivant, parce qu'il est au cœur de son œuvre et qui va créer donc cette nouvelle entité vivant. C'est plus fort que tout, le vivant va réapparaître, va percer tout, toutes ces machines, toutes ces peut-être aussi pollutions qu'on voit ici à l'intérieur de ça. Eva Medine, elle s'inspire de plusieurs choses, en fait, à la fois d'une œuvre de Max Ernst qui est intitulée Après la pluie, Le monde après la pluie, que je vais vous montrer après, et aussi une œuvre littéraire qui parle en fait de l'Europe après la pluie. C'est une œuvre des fin des années 1970 et dans lequel on parle en fait d'une Europe du futur qui est enfermée dans ses frontières et qui est confinée. Voilà, c'était écrit fin des années 70. Aujourd'hui, 50 ans plus tard ou 40 ans plus tard, on y est. Et où la pauvreté est à l'extérieur, l'Europe s'est enfermée, la chaleur aussi, parce que c'est climatisé. C'est une œuvre de science-fiction de Philippe Curval. Et elle trouve, d'ailleurs dans les sculptures qu'elle a développées ensemble avec Antoine Proulx, dans la deuxième partie, en fait ça fait partie de toute cette installation, les jardins dilués, aussi presque des artefacts qui nous laissent apparaître ce jeu où le vivant revient, comme un peu la mousse qui se remet en fait sur des pierres, sur des substances au fur et à mesure où la vie réapparaît. Ce que vous voyez ici sur cette pierre, mais aussi sur cette plaque où tout d'un coup ça devient presque palpable de dire en fait les microcosmes se recréent, donnent l'espoir et aussi une certaine beauté en fait amorphe de quelque chose qui est vivant, qui est justement pas contrôlable, qui a sa vie propre et aussi sa beauté propre et qui transperce. Et tout ça
on voit aussi, d'une certaine manière, ce lien où c'est parti, et justement l'œuvre de Max Ernst, de l'Europe après la pluie, de 1942, où il fait le lien avec l'invasion, en fait c'était nazi en Europe, mais où l'Europe est en ruine, mais Eva Médine crée donc cet espoir de la matière et du vivant, comment on peut y arriver. La deuxième partie, ce que vous voyez maintenant ici, est intitulée « Un nouvel humain ». Donc il s'agit il y a des laboratoires fictionnels, des enjeux de mutation, des technologies au service en fait de la régulation de l'environnement, mais aussi de l'être humain, comment on peut continuer à créer l'être humain. Et moi j'ai choisi en fait là-dedans l'artiste taïwanais Ku Kuan-yi et son projet Millennium Ginseng, ce que vous voyez ici. Et alors, cet artiste, il essaye aussi de trouver des solutions par rapport à la situation actuelle. Donc, l'heure de l'anthropocène, où la modernité détruit grosso modo en fait l'environnement avec les technologies en fait de services industriels, donc l'exploitation sans précédent des sols, des ressources. Ce que l'artiste veut mettre en fait en jeu ensemble avec des scientifiques, c'est une fiction futuriste où voilà, on met en service la réparation et la génération de la biodiversité. Et tout ça, en fait, aussi grâce à cette racine qui est connue dans la médecine chinoise, le ginseng, donc un pharmacopée. C'est une plante d'originaire qui pousse en fait dans des circonstances particulièrement rudes. Mais le ginseng sauvage est perçu en fait à des puissances extraordinaires stimulantes de yin-qi, l'essence vitale en mandarine. Donc c'est une plante très très forte aussi pour la médecine. Sauf que le ginseng sauvage est en fait menacé d'extinction parce que puisqu'on sait que la plante sauvage a des bienfaits bien au-delà de la plante qui est cultivée, il y a des compagnies qui font des récoltes illégales en Amérique du Nord, en Extrême-Orient. Et de cette manière, en fait, l'artiste a réfléchi à le protéger et à apporter des solutions. Et ensemble avec des chercheurs, donc, ils ont créé des conditions à trouver comment on peut créer des nouvelles espèces de ginseng. Donc ici, ils ont fait des comparaisons entre les ginseng, le radis et la carotte dans des serres, donc Extreme Greenhouse Experiment, et où on peut donc essayer de trouver une manière, entre autres, de trouver, en fait, de créer un médicament, si on veut dire, hybride, avec des résultats de l'alliance de sciences occidentales et la médecine traditionnelle chinoise. Et, par exemple, de dire comment on peut faire pousser une racine qui a 83 ans, mais qui a des bienfaits d'une racine de 1000 ans. Ou de créer ce qu'on voit ici d'une manière assez ludique, de créer une ferme voyager dans le temps, dans lequel la théorie de la relativité permet de compresser le temps dans la racine. Donc ça c'est des suggestions qui sont en cours. Là, bien évidemment, ce qu'on peut voir, il faut bien faire attention à la biosphère et à la biodiversité dont on dispose, et de dire, si on utilise la flore sauvage combustible aussi dans notre environnement, qui est formidable, qui a des bienfaits au-delà de tout ce qu'il est cultivé, c'est très bien de revaloriser cela aussi dans notre contexte
ici en Provence, en France, en Europe, à l'Occident. Mais en même temps, bien évidemment, toujours, il y a des espèces protégées et il faut aussi dans un certain cadre. Donc, cette œuvre-là. De là, on va à la troisième partie, la mutation végétale, où la question est comment allons-nous coexister entre le vivant et le non-vivant, et la coexistence des espèces, et la question comment allons-nous pouvoir vivre et nous adapter face à ces mutations. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'artiste française Élise Morin, et son installation est réalité virtuelle Spring Odyssey, donc l'Odyssée de printemps, dans lequel elle repense en fait cette coexistence aujourd'hui. Et surtout, ce qu'elle a pris comme exemple ensemble avec des chercheurs biologistes et des experts de NASA, c'est de traiter aussi l'invisibilité de la radioactivité. Et c'est pour ça elle s'est penchée en fait sur l'endroit dans le monde où on peut étudier en fait d'une manière extraordinaire, c'est la forêt rouge ukrainienne qui se trouve à 1 kilomètre de la centrale de Tchernobyl. Donc, souvenons-nous, ça fait que 35 ans qu'il y avait en fait cet incident avec des répercussions partout en Europe et dans le monde de cette centrale. Et cette catastrophe, donc, de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cet environnement, et qu'est-ce qu'il a survécu, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour l'avenir, comment on peut vivre avec, de vivre avec la fragilité, la force, la résilience de la radioactivité qui se trouve d'une manière naturelle partout et aussi des centrales qui sont partout, qui vont survivre en fait 24 000 ans. Donc, quelles sont les possibilités de vivre avec? Et c'est pour ça qu'elle a créé donc cette installation. Vous voyez ici une personne qui porte le casque de la réalité virtuelle, dans laquelle qui nous permet à explorer et à faire le lien de cette forêt. Et on peut se pénétrer là-dedans, on peut toucher aussi, jusqu'à ce qu'on touche des feuilles. Et vu qu'on est dans un univers où il y a aussi, et vous avez par terre, il y avait un tas d'aiguilles, donc on a à la fois le toucher réel et le toucher virtuel. Et de là, il y a bien évidemment, cette expérience nous amène vers cette réflexion sur la relation que entretient la création en bien commun, et aussi le rôle que nous avons, en fait, que nous portons dans cet univers, et que aussi la réalité virtuelle nous permet à concevoir, percevoir, pour savoir vivre avec dans un avenir proche. De là, on découvre aussi dans la même partie de nouveau l'artiste taïwanais Chuang Chi-wai avec la Infection Series, donc la série infectieuse. Ce que vous pouvez voir, c'est des pommes de terre qui sont traversées par un système de LED. Et grâce en fait à l'énergie des patates qui peuvent produire l'électricité, elles vont illuminer ces petites entités de LED. Et ce qui est intéressant là-dedans, donc ça a une certaine beauté, ça rayonne, ça produit l'énergie, c'est en même temps un système en fait qui se intermutualise. En fait, une mutation où c'est des parasites d'une certaine manière, parce que l'énergie qui est dégagée par les pommes de terre permettent le système électronique à apparaître, à illuminer, à créer en fait cette installation avec une certaine esthétique et de vie, parce qu'au fur et à mesure aussi, grâce à cette lumière, ils peuvent se naître des petites pousses sur la pomme de terre. Or, comme toute existence,
c'est un système qui est mis en place ici, qui est mis à mort, mutuellement. Donc c'est ça aussi, en fait, de quelle manière, symboliquement, on peut vivre ensemble sans que on crée en fait une mise à mort de tout système. Comment on peut peut-être penser d'une manière plus circulaire et aussi d'une manière plus d'interdépendance, mais sans en fait de créer la mort des deux systèmes. Ce qu'il veut suggérer aussi avec cette installation, c'est pour ça c'est intitulé Infection Series, il fait aussi lien par rapport à la pandémie actuelle, par rapport au fait comment des virus fonctionnent et comment aussi un virus, pas seulement apparaisse, mais comment après il y a un virus et c'est disséminé vers un individu, après envers d'une famille, d'une amie. Donc la réplication exponentielle qu'on connaît maintenant très bien, hélas, mais en même temps peut-être finalement on va apprendre parce que aussi comme ce virus, toute la pandémie est une création de notre manière de vivre sur cette planète. Donc à l'intérieur de cette installation, l'artiste nous invite aussi à réfléchir par rapport à ce système. De là, on passe à la quatrième partie la deuxième partie de l'exposition Éternité, dont la partie de la friche de Panorama, qui est un très très grand et bel espace, dans laquelle on trouve donc les paysages éternels. Alors, quels sont ces paysages éternels? Il y a une installation de l'artiste Stéphane Perrault, qui est intitulée Sylvia. Et cette installation sonore, Sylvia veut dire en latin la forêt, est basée sur une recherche en fait, qui a eu lieu pendant 1 an dans la forêt du Jura, où l'artiste a travaillé avec des scientifiques et où ils ont en fait enregistré la forêt, la flore et la faune, avec des capteurs qui étaient placés en fait un peu partout à l'instant, en fait, à l'écart dans 1 kilomètre. Et il y avait des microphones qui ont enregistré 1 minute toutes les 15 minutes. Et de cette manière, grâce à cet enregistrement électronique, donc, les scientifiques étaient capables de faire une modélisation scientifique sur 100 ans. Donc, une fiction scientifique. Ici, l'artiste a ajouté en fait son propre imaginaire et a créé cette installation que vous voyez ici. Et bien évidemment, c'est une installation sonore, donc il faut l'entendre. Donc, imaginez-vous, vous êtes maintenant dans une forêt, donc vous avez ces enceintes autour, vous faites face à une horloge sur laquelle est affichée la saison, l'heure, l'année, et aussi la température et une couleur. Et nous, on va se promener en fait là-dedans pendant 1 heure, et pendant 1 heure, donc on a 100 années qui se déroulent, et tout d'un coup, le temps s'accélère, et finalement, on arrive en année 2019. Donc on a traversé 18 000 ans pour arriver à une lumière maintenant qui est plus bleuâtre mais jaunâtre et un espèce d'éternel été. Est-ce que c'est le soleil? Et c'est là où l'écran va se figer. Donc la question qui se pose maintenant ici, à la fois c'est quelque chose, cet univers sonore qui est optimiste, mais en même temps aussi pessimiste ou dysoptique. C'est à la fois une future proche et tangible, et à la fois, puisqu'on traverse 18 000 ans, tout d'un coup, cette échelle n'est plus de temps, n'est plus l'échelle de l'homme. Et tout d'un coup, en fait, on n'a plus de repères. Et c'est plus le temps de l'espèce humaine. Donc, ce voyage nous donne en fait ce dialogue un peu fictif, mais qui devient palpable, et nous met en fait face à l'existence humaine
sur cette planète, et même la planète, bien évidemment, comme on sait, est aussi pas infinie, mais finie, et nous met en fait dans un autre espace-temps par rapport à la période qu'on vit. Dans ce même espace, de cette manière aussi poétique, mais ambiguë, se trouve le magnifique œuvre de peinture de Quagliola. Quagliola, c'est un artiste italien qui travaille autour en fait des arts dits traditionnels, donc la peinture, la sculpture, mais qui le met en lien en fait avec les arts numériques, les machines. Donc ici, remains, qui veut dire en anglais, c'est les vestiges. Donc qu'est-ce qu'il restera en fait de la nature à la fin de l'Anthropocène? Qu'est-ce qu'il nous reste? Et ce qu'on voit ici, c'est les grands panneaux avec une forêt magnifique en noir et blanc. Il y a quelque chose en fait qui se dégage de nostalgique. Est-ce qu'on est aussi un peu onirique parce qu'on est aussi un peu dans nos rêves, parce que c'est un univers noir et blanc. La blancheur, ça peut être aussi avec l'approche de l'hiver et quelque chose qu'on n'a plus, c'est la neige, une association par rapport à la neige. Et au fur et à mesure, on s'approche, donc on est un peu dans l'univers classique de l'art de paysage, de 19e, mais peut-être aussi de négatif photographique. C'est une espèce de spectacle positif qui se déploie devant nous, mais en nous rapprochant, on s'aperçoit à la fois de cette étrange beauté qui se déploie devant nous, de vos yeux, et en même temps aussi l'usage de la machine, car l'artiste a utilisé en fait sur place un scanner géant pour scanner, un scanner laser de haute précision, des éléments naturels sur place. Et l'usage de la machine supposé objectif tranche avec quelque chose qui est dans l'art plutôt de subjectif, surtout fin du 19e avec l'apparition des artistes impressionnistes et pointillistes. Donc, on va s'approcher pour finalement s'apercevoir de pixels. Donc, il y a une grande précision, mais aussi l'abstraction, la matière picturale est maintenant le pixel. Et là aussi, voilà, la disparition en fait de l'art même, de la matière, de dire en fait l'immatérialité est rendue visible, invisible. C'est tout un jeu qui se déploie devant nous, avec une extrême poétique, mais en même temps, on est bien conscient que c'est une machine qui a créé cela. Avec bien évidemment l'artiste, c'est pas la machine seule, c'est quand même une œuvre artistique où l'artiste est bien présent. C'est pas que des algorithmes, mais bien évidemment, ça nous fait questionner aussi la place de la machine, de l'artiste, et aussi où sont les limites, parce qu'on voit le pixel de la machine, et aussi qu'est-ce que c'est l'art. Quel positionnement, jusqu'où on peut aller, et de cette manière de refaire le lien, bien évidemment, puisque c'est le paysage, avec la peinture des grands maîtres. Et est-ce qu'il y a quand même une continuité, quelque chose en fait qui est là? Donc toutes ces questions en fait sont posées par l'artiste ici d'une manière extrêmement poétique, mais aussi critique. De là, on revient à Aix-en-Provence, à la galerie départementale 21 bis Cours Mirabeau, dans laquelle se déroule une petite partie de la biennale qui est intitulée Ghost in the Machine, donc fantôme dans une machine, avec la question: que voulez-vous vivre? Voulez-vous vraiment vivre pour toujours? Donc,
cette métaphore du fantôme, le concept aussi du dualisme cartésien qui sépare le corps et l'âme, et aussi le désir, d'une certaine manière, surtout maintenant avec le transhumanisme, désir d'immortalité. Donc il y a une dizaine d'artistes qui sont invités. Je vais vous parler ici de 2 artistes. C'est l'artiste Verena Friedrich, une artiste allemande qui propose une installation intitulée Vanitas. Donc ce que vous voyez ici, c'est une chandelle allumée dans une cloche de verre. Et c'est pour ça que vous voyez les 2 tiges. Attendez, donc ça c'est cette flamme qui nous rappelle dans l'histoire de l'art les vanitas. Donc l'éternité aussi ici d'une certaine manière, sauf que ce qu'on voit ici, c'est il y a une machine qui rend uniquement un minimum d'oxygène pour que en fait la flamme reste allumée. Donc la machine dose le pourcentage d'oxygène qui, à part de symbolique, le désir de la vie éternelle, fait référence aussi à ce lien où on dit un métabolisme d'un organisme qui est rapide va aussi avoir en fait un impact sur la durée de vie. Donc si on ralentisse un maximum cet métabolisme, on peut de cette manière aussi essayer de repousser la mort. Donc c'est là à l'intérieur de ça, avec quelque chose de si simple qui est une bougie, on a cette thématique, en fait, cette volonté et ce désir qui existait toujours, bien évidemment, cette envie d'être vivant éternellement et de repousser la mort. Mais aujourd'hui, bien évidemment, avec le transhumanisme, on arrive à des possibilités inattendues qui étaient là. Un autre aspect dans cet univers en fait de fantômes, c'est le spiritualisme, et qui fait cette installation aussi qu'on voit ici de Véronique Bello, une artiste canadienne, qui fait aussi le lien avec la fin du 19e, bien évidemment, où c'était très en vogue le spiritisme, et où même Thomas Edison a apparemment en fait consacré les 10 dernières années de sa vie à créer une machine qui fait entendre les morts. Donc Véronique Bello, elle a travaillé avec des scientifiques pour créer cette machine. Donc cette machine, c'est un récepteur d'un télégraphe à aiguille qui va réagir aux variations, donc aux évolutions des ondes électromagnétiques dans l'environnement, et qui va créer, parce qu'il y a une machine qui est attachée, qui va créer après un sens et des paroles, des mots et des phrases. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je l'ai essayé aussi. Donc on met ses 2 mains sur le récepteur. Le bruit qui est à ce moment-là dans l'environnement, en fait, qui est émané par cette machine, c'est un son, on dit blanc par rapport à cet espace. Et une fois qu'on pose les mains, on régule. Donc ce son assez fort et aigu, il va se calmer. Et nos mains vont transmettre en fait nos ondes magnétiques. Et de cette manière, il va ou pas s'allumer une ampoule que vous voyez sur la droite. Il y a une roue qui va se mettre en place. Et in fine, si c'est suffisamment réceptif ou fort, ce qui n'était pas le cas pour moi, mais cette personne que oui, il y a la machine qui va se mettre en place. Et la machine aussi a un algorithme et par rapport à ces ondes émanées, ce flux de réseau neuronal, va générer donc un imaginaire d'un autre monde et des paroles. Donc, ce qui était très amusant,
C'était la semaine dernière, c'était 2 heures avant l'annonce de la fermeture des espaces de culture. La machine nous avait déjà dit que the entertainment will not take place. Donc voilà, maintenant on peut dire que c'était peut-être par hasard. En tout cas, cette installation de Véronique Bello veut générer en fait et tenter de créer un autre imaginaire de d'autres mondes possibles, parallèles, et de cette manière aussi une nouvelle lecture du présent. Qu'il y a peut-être aussi plusieurs réalités qui sont présentes au nouveau, nous envoyer aussi vers la physique quantique, etc. De là, on passe à un autre lieu, pas seulement d'exposition, mais de création contemporain, donc en art plastique, mais aussi en théâtre, en danse. Il s'agit de 3 biceps qui se trouvent à l'intérieur de l'hôpital Montparnasse, à Aix-en-Provence. Et ici, ils ont choisi en fait de donner l'espace à la fois de création et après aussi d'exposition à un collectif qui s'appelle disnovation.org et l'exposition est intitulée Post-Growth, qui veut dire en fait croissance, c'est l'après-croissance. Et ces artistes sont 4 artistes, chercheurs, journalistes. Donc Baruch Gottlieb, il est allemand-canadien, Clément Serra, Julien Maudet et Pauline Brion. Ils ont investi cet espace pour questionner donc notre période de cette éternelle utopie de croissance économique et de se poser des questions par rapport en fait ce qui voudrait une profonde transformation des sensibilités sociétales autour des questions de déréglementation, en fait dérèglement climatique, l'effondrement de notre biodiversité, mais aussi bien évidemment les conséquences multiples géopolitiques, sociales. Et ils veulent créer, en fait, ils ont créé une série de prototypes qui s'appellent les prototypes de réorientation éco-politique pour interroger, en fait, des composants idéologiques, sociales et physiques qui ont précipité, en fait, les différentes crises actuelles. Et ce qu'on voit ici, c'est des affiches de la théorie de signes noirs, des affiches de les 7 générations, qui font appel par exemple les 7 générations à venir. Ce sont des décisions qui sont prises par des peuples indigènes, comme des Amérindiens, quelque chose où on a une sensibilité par rapport en fait, à un avenir qui est beaucoup, beaucoup plus loin, et on prend des décisions par rapport à ça. Et les artistes ont créé donc une série d'affiches, plutôt dans la tradition des années 60-70, de copy art, des affiches au noir et blanc, très frontales, très minimales, qui suggèrent aussi une reproductivité. On peut les largement distribuer aussi de cette manière et s'approprier. Et cette série, d'ailleurs, était aussi affichée au mois de novembre dans des rues d'Aix-en-Provence. Donc là, on était en confinement, donc je ne sais pas combien de personnes l'ont vu, pour créer, en fait, et éveiller une conscience plus large. Et à l'intérieur, en fait, de cette exposition, qu'on trouve aussi de rendre visible, en fait, le circuit de production. Et il se base là-dessus, par exemple, le circuit par rapport à l'extraction des énergies fossiles. Et déjà dans les années 50-60, Buckminster Fuller, designer et architecte, a mis en place, en fait, a fait des recherches et a dit que
en fait, chaque invention, il faut mettre tout en compte, en fait, pour voir si c'est vivable, si on peut l'accueillir et on peut le créer. L'extraction des énergies fossiles, il a déjà dit, n'est pas rentable dans le sens où même aller au travail en voiture, parce que pour extraire et aussi l'endommagement qu'on crée avec l'extraction, l'énergie est beaucoup plus grand par rapport au fait à l'énergie qui peut créer productivement grâce à notre travail. Ici, on voit un mètre carré de blé qui pousse comme sous une serre et avec la lumière artificielle. Et là aussi, c'est un système qui n'est pas du tout en fait, équilibré. L'énergie qu'on doit mettre est beaucoup plus grand que le rendu qu'on va avoir par rapport à ça. Donc, c'est aussi mis d'une manière en avant, d'une manière ludique. Il y a aussi des vidéos assez courts, mais très explicatifs sur des concepts aussi positifs pour trouver des solutions. Donc, de cette manière, ici, on a un croisement des artistes entre art, science et activisme. Et ils proposent aussi un jeu stratégique pour se décoloniser, ce qu'ils disent, des doctrines de la croissance économique et trouver en fait des voies alternatives. Et ça, c'est ce jeu qui est normalement proposé tous les samedis au 3 Bicef. Et ce qu'il prône, c'est surtout qu'il faut explorer plus l'énergie éternelle du soleil. Arrivons en fait à notre dernière étape à Avignon, à l'Arc des Nombres. C'est l'ancien grenier à sel où se trouve l'exposition « J'ai fait ta maison dans ma boîte crânienne » de Jeanne Susplugas. Et c'est une exposition avec le commissariat, cette fois-ci, de Véronique Baton, la directrice de cet espace, et Julie Mirguidichian. Et cette exposition, ça tombe très bien, vu qu'on fait face maintenant tout le monde, en fait, au confinement, et à se pencher, en fait, à cet espace intérieur qui est notre maison, mais qui est aussi notre espace psychique, physique. Et Jeanne Susplugas, elle, depuis maintenant presque 20 ans, elle se pose des questions par rapport à cet espace intérieur psychique, qui est dans cette exposition, on traverse en fait différents médias qui commencent avec ce grand slogan qui clignote comme dans, par exemple, des magasins pour nous attirer disorder. Donc à l'intérieur de nous, où il y a aussi tant de désordre, tant de chaos, qu'on montre peut-être pas à l'extérieur, mais qui est certes à l'intérieur. Et ces œuvres nous proposent donc une approche différente à cet espace qu'on a bien vécu cette année, où on a vu aussi, bien évidemment, des limites et l'apparition maintenant en masse des désordres psychologiques, mais bien évidemment aussi, hélas, des violences homicides, de violences dans ses intérieurs. Donc sa maison Flying Home, la maison volante, dans laquelle en fait elle laisse apparaître des objets comme un crayon, mais ça peut être aussi une boîte de médicaments. Justement, qu'est-ce qu'on prend comme substance? C'est aussi, bien évidemment, quand on parle d'état psychique, la dépression. Ça peut être aussi un couteau, un pistolet. Qu'est-ce qu'on fait avec ces endroits, ces objets à l'intérieur? Et ça fait apparaître aussi nos obsessions, peut-être, qu'on ne montre pas. Et bien évidemment, dans cet enfermement, notre relation par rapport à notre individu, à d'autres, et que ce monde, bien évidemment, est aussi dysfonctionnel. Il y a l'installation Disco Ball. Là, on va encore plus à l'intérieur, puisqu'elle traite très souvent des substances
des substances en fait médicamenteuses, chimiques. Et ici, elle a créé en fait une structure chimique de l'éther qui est parfois utilisée comme psychotrope. Donc une substance qu'on prend souvent aussi, qui est associée au monde de la nuit et de la fête. Et il y a aussi cette ambiguïté entre attirance, mais une fois qu'on n'est plus dans cet univers, qu'est-ce qu'il arrive avec ces substances? Et elle a ajouté aussi un univers sonore qui s'appelle Little Helpers, qui est une bande sonore qui fait distribuer en fait 200 chansons qui évoque justement cette substance psychotrope. Là aussi, le Lighthouse 3 nous donne cette idée d'attirance, d'être attiré par rapport à cet espace, que c'est brillant, que c'est attirant. Et une fois on plonge dedans, cette lumière nous aveugle, nous enferme et renforcée en fait par un bruit assourdissant. Donc là encore aussi, on est dans ce monde factice où on a cet enfermement, voilà. La lumière nous promet quelque chose, mais une fois dedans, comme les chants des sirènes, on est aveuglé et enfermé. Et en terminant en fait avec sa dernière installation qui est une réalité virtuelle, I Will Sleep When I'm Dead, qui est une citation d'une chanson de Bon Jovi. Et c'est justement une expérience immersive dans le système de neurones et de synapses du cerveau qui sont à la fois en fait, qui montrent nos préoccupations, mais aussi nos phobies, nos joies. C'est une certaine psychoanalyse en fait intime, mais très très poétique et qui est basée en fait aussi pas seulement sur son imaginaire de Jan Susplugas, mais aussi elle a collectionné en fait des témoignages des différentes personnes et du coup ce voyage nous laisse apparaître à la fois un espace poétique et aussi oppressante, obsessionnel qui est à l'intérieur de ça. Et finalement, en fait, on arrive à notre fin. Et comme la dernière fois, je voulais juste vous suggérer, puisqu'on est dans une bibliothèque, des livres dans ce contexte numérique, de l'art numérique, du philosophe Bernhard Stiegler, qui a disparu cet été. Et justement, par rapport à l'Internet, il a fait le lien en fait au pharmacon qui est suggéré par Platon, par Jacques Derrida, comme quelque chose qui est à la fois une remède et le poison. Et toute technologie, pour Stiegler, c'est aussi un pharmacon. Et c'est un endroit qui est pas neutre. Et justement, les technologies agissent pas aussi toutes de la même manière au même endroit. Donc, bonne lecture et j'espère à l'année prochaine, en 2021, avec en direct des nouvelles aventures artistiques. Merci.